Quand nous avons quitté le Scharnhorst la semaine dernière, elle avait survécu à la course du Channel, s'était fait réparer et s'était dirigée vers la Norvège. Après cela, à part subir quelques dommages dus à la tempête, bombarder un Spitsbergen principalement défensif, et découvrir que les ajouts de guerre avaient augmenté son tirant d'eau de demi-mètre et par conséquent diminué sa vitesse d'environ 1 nœud et demi, il ne s'était pas passé grand-chose sur le navire à la fin de 1943, et avec le Tirpitz hors d'action grâce aux actions des mini-sous-marins britanniques, le Scharnhorst était la plus grande unité opérationnelle de la Kriegsmarine encore capable de prendre la mer pour la bataille. Cependant, la Kriegsmarine n'était pas l'organisation la plus épanouie. Environ un an plus tôt, à la fin de 1942, les croiseurs lourds LE Unkaktetso et Admiral Hipper étaient sortis pour attaquer les convois arctiques et, dans ce qui était connu comme la bataille de la mer stérile, ils n'avaient pas accompli grand-chose au-delà de se faire tirer dessus par leur propre escorte. Hitler était devenu un peu apoplectique à ce sujet. Échec plutôt embarrassant, et c'est à ce moment-là qu'il avait ordonné la mise au rebut de toute la flotte de surface et que les ressources soient entièrement consacrées aux sous-marins. Bien que cela ait pu plaire à certains officiers de la Kriegsmarine, les autres se sont battus aussi fort qu'ils le pouvaient pour conserver la flotte de surface à la fin. Hitler a cédé, bien que cela n'ait pas été suffisant pour sauver certains navires, comme le Gnezno, mais la majeure partie de la flotte de surface avait été conservée intacte, principalement en raison du fait qu'ils étaient tous en Norvège. Les ramener en Allemagne pour être démantelés aurait nécessité sa propre opération logistique qui aurait nécessité encore plus de soutien de la Luftwaffe et d'autres branches opérationnelles de l'armée allemande, ce qui, au début de 1943, période que l'Allemagne n'avait pas vraiment, ils étaient un peu occupés avec d'autres choses comme l'énorme armée rouge russe qui arrivait. Dans un effort pour atténuer légèrement les efforts offensifs de l'armée rouge, la Luftwaffe et la Kriegsmarine avaient toutes deux attaqué les convois arctiques autant que possible. Cependant, pendant l'été, il n'y avait pas tant de convois arctiques que ça, et pour être honnête, s'il y en avait eu, les Allemands ne les auraient pas trop poursuivis non plus. Les Alliés avaient une tendance à ne pas les envoyer pendant l'été parce que les heures de clarté si loin au nord étaient incroyablement longues, ce qui signifiait qu'ils seraient exposés aux attaques aériennes, qui étaient la principale cause de perte de convois arctiques pendant une longue période de temps, et en ce qui concerne les Allemands. En raison de la capacité des Alliés à déployer un nombre supérieur de navires de surface et bien sûr d'avions à partir de porte-avions, et pendant les longues heures de clarté, ils auraient également de longues périodes de temps pour attraper n'importe quel navire de surface allemand. Mais lorsque l'automne se transformait en hiver et que l'obscurité devenait de plus en plus longue, les préoccupations des deux côtés étaient quelque peu atténuées, bien que, évidemment, en plein hiver, il faisait un froid glacial et la glace avait tendance à s'accumuler partout sur chaque navire impliqué, qu'il soit marchand ou de la marine, donc cela avait ses propres complications. Mais tout le monde appréciait la couverture de l'obscurité contre les assauts aériens, ce qui nous amène à la fin de 1943. Les convois reprennent sérieusement et l'amiral Dönitz demande la permission de les attaquer. Le temps que la permission soit obtenue, les cibles seraient les convois JW-55B en direction de la Russie et RA-55A qui rentraient à la maison. Juste une petite note rapide, les convois sortants étaient tous codés J-Tribuae suivis d'un numéro et les convois entrants étaient les RA. La désignation numérique restait toujours la même, donc RA55A avait précédemment été JW55A et JW55B deviendrait finalement RA55B. J'espère que vous avez suivi cela. Quoi qu'il en soit, la Luftwaffe avait trouvé JW5055B le 22 décembre 1943. Et le jour de Noël, le Scharnhorst a reçu l'ordre d'intercepter, sous le commandement du contre-amiral Erich B., l'escorte composée de 5 destroyers de classe Narvik. Le convoi lui-même était couvert par 2 destroyers et 3 escortes plus légères en rapprochement pour se protéger contre une attaque de sous-marins avec une force proche de 8 destroyers de la flotte domestique en renfort
ce qui était une force raisonnable, mais que le Scharnhorst et ses escortes pouvaient assez confiantement gérer s'il était couvert par la Luftwaffe, puisque évidemment la supériorité de feu du Scharnhorst aurait pu être confrontée à une dispersion de torpilles plutôt significative de la part des destroyers, donc le soutien aérien de la Luftwaffe serait très utile pour briser de telles attaques. Si cette attaque se passait bien, RA-55A avait une escorte presque identique, sauf qu'ils avaient un dragueur de mine avec eux pour tout le bien que cela ferait. JW-55B était, bien sûr, la cible beaucoup plus lucrative et précieuse, puisqu'il s'agissait d'un convoi rempli de fournitures en direction de la Russie, tandis que RA-55A était principalement composé de navires vides en retour. La perte des navires de l'un ou l'autre convoi ferait mal, mais la perte du matériel de guerre dans JW-55B ferait beaucoup plus mal à tout le monde du côté des Alliés. Cependant, avec les unités capitales allemandes en Norvège n'ayant que très peu d'autres choses à faire, le commandant de la Home Fleet, à ce moment-là l'amiral Sir Bruce Fraser, avait réalisé que le raid de convoi était probablement dans les cartes et avait prévu un piège. Il était assez sûr qu'un convoi arctique d'une sorte ou d'une autre serait attaqué par les Allemands tôt ou tard, et avec JW-55A ayant passé en toute sécurité, il était maintenant assez certain que les Allemands allaient mordre à l'hameçon avec JW-55B. Lorsque la combinaison de rapports de renseignements, d'observations de la résistance norvégienne et d'informations provenant du convoi lui-même a rendu clair que le convoi était suivi par des avions, il a pris la mer avec le cuirassé de classe King George V Her Majesty's Ship Duke of York, le croiseur Her Majesty's Ship Jamaica, 3 destroyers de classe S de la Royal Navy et le Stord, un autre destroyer de classe S qui avait été attribué à un équipage de destroyers norvégiens qui continuait à se battre avec les Alliés. Revenant dans l'autre sens se trouvait la force de croiseurs qui avait couvert JW-55A à distance, composée du croiseur lourd Her Majesty's Ship Norfolk et des croiseurs légers Her Majesty's Ship Sheffield et Her Majesty's Ship Belfast. Son plan était d'essayer d'utiliser la couverture de l'obscurité et n'importe quel temps qui se lèverait pour aider à se rapprocher du Scharnhorst, idéalement jusqu'à environ 12 milliards avant d'ouvrir le feu, car il savait que le Scharnhorst allait toujours être plus rapide que le Duke of York, et donc, en ouvrant le feu à une telle proximité, espérant ne pas être repéré auparavant, cela signifierait que même si le Scharnhorst choisissait de fuir, il resterait à portée de tir du Duke of York pendant une période de temps considérable, lui refusant ainsi une évasion rapide. En route vers le convoi, les forces de Fraser ont pratiqué leur stratégie, avec le croiseur Jamaica se substituant au Scharnhorst. Du côté des Alliés, à l'approche de Noël, le temps avait commencé à se dégrader considérablement et le convoi JW-55B était entré dans la zone de plus grand danger. Les deux grandes forces d'escorte qui se suivaient se dirigeaient l'une vers l'autre, ce qui était une bonne nouvelle, et au sud, inconnu des Alliés, le Scharnhorst luttait contre le même mauvais temps ainsi que contre une mer agitée. Le 26e, l'amiral Bay se trouvait dans la même zone agitée que les convois, et la bataille était sur le point de commencer. À un moment donné, aux premières heures de la matinée, l'amiral Bay est certain d'avoir dépassé le convoi et il dépêche ses destroyers, se déployant derrière lui pour essayer de retrouver les cibles. Pendant ce temps, l'amiral Fraser ordonne à RA-55A au nord, loin de la bataille à venir, et ordonne à 4 de ses destroyers d'escorte de flotte de se détacher et de rejoindre la flotte britannique en formation, car il sait que les Allemands savent où se trouve JW-55B, mais il n'a reçu aucun rapport d'activité allemande autour du convoi de retour RA-55A. Le temps est absolument terrible et l'étrave aiguisée et le gaillard d'avant-bas du Duke of York embarquent d'énormes quantités d'eau sur les ponts avant, une partie substantielle de celle-ci se transformant presque immédiatement en glace. Pendant ce temps, la proue haute et évasée de l'Atlantique du Scharnhorst permet au navire une navigation quelque peu meilleure.
À bord du Her Majesty's Ship Belfast, un seul bip apparaît sur le radar à environ 14 miles de distance et naviguant légèrement au nord de l'ouest. Malheureusement pour le Scharnhorst, à ce stade de la guerre, le radar britannique est plus puissant et a donc une portée considérablement plus longue que leur propre radar, et le Scharnhorst ne voit pas les forces britanniques en même temps. Les guetteurs du Her Majesty's Ship Sheffield ont aperçu la silhouette d'un très grand navire, bien que quelque peu fantomatique dans la neige, le grésil et le brouillard sur leur faisceau de portée à environ 7 miles. Facile à deviner ce que c'était. Les lampes de signalisation sur le navire envoient un message au vice-amiral Robert Burnett, l'ennemi est en vue. L'obscurité est fendue par une seule fusée blanche brillante qui traverse le ciel alors que Belfast tire une étoile pour éclairer la zone. Malgré le contrôle radar de leurs canons, comme le Scharnhorst vient de commencer à tourner vers le sud lorsqu'il est repéré et que le tir a commencé, les obus de Belfast et Sheffield manquent leur cible. Norfolk, cependant, est légèrement plus lent au départ lorsqu'il s'agit de tirer, mais cela lui permet d'ajuster ses canons pour compenser le changement de direction du Scharnhorst, et ses canons de 8 pouces tirent 6 bordées, marquant 3 coups. L'un de ces coups n'a vraiment aucune conséquence. Un autre détruit le directeur de tir à angle élevé du port. Cela serait normalement un problème, mais dans une tempête de neige ardente, il n'y a pratiquement aucune chance d'attaque aérienne, donc encore une fois, ce n'est pas vraiment un problème. Cependant, le troisième coup est beaucoup plus problématique, fracassant l'ensemble radar avant du Scharnhorst et rendant le navire aveugle dans l'arc avant. Cela réduit les propres salves de réplique du Scharnhorst à viser les très brefs éclairs obscurcis de tirs d'artillerie qui illuminent la nuit chaque fois que les navires britanniques tirent leurs propres salves. Cela n'est pas aidé par le fait que les obus éclairants des croiseurs légers britanniques illuminent la neige tourbillonnante autour du navire, faisant tout paraître comme une brume blanche générale. Il y a encore plus de complications car le Norfolk utilise le propulseur standard de la Royal Navy, ce qui rend ses éclairs de canon assez visibles. Belfast et Sheffield utilisent une toute nouvelle munition à éclat réduit. Cela rend les éclairs de canon de Norfolk beaucoup plus contrastés par rapport aux deux croiseurs légers, et en conséquence, l'amiral Bay pense qu'il a engagé une sorte de cuirassé, puisque les deux types différents d'éclats de bouche sont si massivement différents en luminosité. Sur le papier, cela peut sembler quelque peu absurde, mais le croiseur lourd Norfolk était en réalité légèrement plus long qu'un cuirassé de classe Revenge, donc une grande silhouette floue avec 4 tourelles jumelles et apparemment d'énormes éclats de bouche étaient compréhensiblement potentiellement déroutantes. Le Scharnhorst se dirige vers le sud-sud-est, loin des croiseurs britanniques, à pleine vitesse, ou du moins ce qui passe pour une pleine vitesse par ce temps, depuis environ une demi-heure maintenant. Grâce à sa proue atlantique et à sa masse supérieure, il dépasse réellement les croiseurs dans un calme plat. Les 3 croiseurs ont un avantage de vitesse théorique sur le Scharnhorst. Cependant, dans ce temps, les croiseurs sont limités à environ 24 nœuds, tandis que le Scharnhorst est quelque part entre 28 et 30 nœuds. Belfast et Sheffield avaient déjà cessé de tirer il y a quelque temps, et maintenant Norfolk cesse également de tirer alors que la portée continue de s'ouvrir. La manœuvre n'a cependant pas été une retraite complète du Scharnhorst. Il a cependant un deuxième radar monté à l'arrière, mais ce radar n'a que des arcs limités, et une partie de la manœuvre de retrait était de permettre à ce radar de se démasquer et donc de donner au Scharnhorst un espoir de tir précis, bien qu'il n'ait pas marqué de coup. Le retrait du Scharnhorst ne signifie pas un abandon de la mission. À ce stade, après s'être éloigné des croiseurs britanniques, le navire tourne vers le nord-est et essaie de les contourner, profitant de sa vitesse supérieure. Cependant, le Scharnhorst est toujours sur le radar du croiseur, et réalisant ce que le Scharnhorst essaie de faire,
Ils décident de couper le coin et d'essayer de le rencontrer avant qu'il n'atteigne le convoi, car ils ont l'avantage d'être plus proches du convoi en premier lieu et de ne pas avoir à voyager en arc. Cela signifie cependant que les croiseurs perdent le contact avec le Scharnhorst à mesure que la portée s'ouvre et ils doivent juste espérer que leur position calculée sera la bonne. Belfast, Norfolk et Sheffield rencontrent 4 destroyers du convoi RA-55A qui avaient d'ailleurs reçu l'ordre de se détacher plus tôt dans la journée pour aider à l'action de la flotte. Et il s'agit de Musketeer, Matchless, Opportune et Virago. Ils joueront tous un rôle important dans l'action plus tard. Environ 5 minutes plus tard, la force combinée établit un contact radar avec le convoi JW-55B et les destroyers sont déployés comme un écran pour les croiseurs alors qu'ils commencent à escorter devant lui. Depuis 25 minutes, les croiseurs ont eu des contacts radars sporadiques à diverses distances, mais à ce moment-là, Belfast établit un contact solide à un peu plus de 30 milliards. C'est un grand navire et il arrive du sud, donc il n'y a pas vraiment de surprise lorsque les navires se mettent en état d'alerte et se préparent à affronter le Scharnhorst une fois de plus. Le Scharnhorst réapparaît une fois de plus à portée de vue, et les croiseurs britanniques ouvrent à nouveau le feu, la distance initiale étant de 11 000 yards. En même temps, les 4 destroyers reçoivent l'ordre d'attaquer avec des torpilles. Cependant, les conditions météorologiques sont si mauvaises que la vitesse du destroyer est réduite à un point où ils ne peuvent pas réellement rattraper le Scharnhorst, bien que le mousquetaire ouvre le feu à une distance très proche de 7 milliards et continue de tirer pendant environ 15 minutes. Bien que les croiseurs britanniques, et peut-être le mousquetaire, marquent un certain nombre de coups au cours des 20 minutes suivantes, ils n'accomplissent pas grand-chose contre le cuirassé allemand. Cependant, à peu près à mi-chemin de l'engagement, un obus de 11 pouces arrive en hurlant vers Norfolk, perçant droit à travers le barbet de la tourelle arrière Superfiring, mettant la tourelle hors d'action. Un deuxième obus frappe au milieu des navires et désactive le radar de Norfolk. Cela signifie non seulement que la batterie principale, maintenant réduite de Norfolk, est incapable d'engager le Scharnhorst avec précision, mais cela signifie également que sa capacité à même voir le navire a diminué de manière assez significative. Une salve de la batterie principale encercle également le Sheffield et plusieurs éclats et fragments d'obus perçant le navire, causant divers petits dommages qui reviendront hanter le Sheffield plus tard dans le combat. Cependant, malgré le fait d'avoir le dessus dans cet engagement, le Scharnhorst fait demi-tour et se retire une fois de plus. Avec l'état de la mer qui se calme, bien que la neige et les autres conditions météorologiques soient toujours terribles, les croiseurs britanniques sont capables d'atteindre environ 28 nœuds et le Scharnhorst avance à peu près à la même vitesse. Alors, en utilisant les radars toujours opérationnels sur Sheffield et Belfast, les croiseurs maintiennent une surveillance à environ 14 000 yards et commencent à suivre le Scharnhorst avec les destroyers légèrement en retrait. Les tirs des deux côtés cessent vers 1241, car aucun des deux camps ne peut vraiment distinguer l'autre dans l'obscurité, et la portée est augmentée à un point où il est pratiquement impossible de repérer les éclaboussures de coquilles dans ces conditions. À peu près à ce moment-là, l'amiral Bay semble avoir abandonné l'idée d'attaquer le convoi avec le Scharnhorst, mais sachant qu'il a une queue et qu'il attire les croiseurs britanniques plus loin du convoi, il envoie un signal à ses propres destroyers, leur indiquant approximativement où il croit que le convoi se trouve, et leur ordonne de l'attaquer, espérant attirer les croiseurs britanniques et leurs propres destroyers assez loin pour donner à ses propres destroyers une ligne droite vers le convoi. Malheureusement pour lui, la position du convoi qu'il envoie a été signalée de manière incorrecte, et bien que les destroyers allemands réussissent à contourner les forces britanniques combinées dans la région, ils ne seraient pas réellement en mesure de trouver le convoi lui-même. Cependant, les croiseurs le suivaient toujours, bien que dans les heures suivantes, le Sheffield et le Norfolk auraient des problèmes de moteur intermittent qui les obligeraient à reculer. D'abord le Norfolk, développant des problèmes à cause des éclats et autres dommages subis par les impacts de coquilles de 11 pouces, puis plus tard le Sheffield à cause des impacts fragmentaires.
En théorie, cela laisse Belfast seul contre le Scharnhorst, mais avec le radar cassé sur le Scharnhorst, l'artillerie à longue portée est très difficile et imprécise, et Belfast est tout à fait contente de rester à longue portée et de dire à tout le monde où se trouve la cible en utilisant son radar fonctionnel plutôt que de se rapprocher et d'essayer de prendre le Scharnhorst en tête à tête. En utilisant les informations fournies par le Belfast, le Duke of York et ses escortes se sont déplacés pour couper la route au Scharnhorst. À ce moment-là, Belfast signale que le Duke of York et sa flotte apparaissent sur son radar à environ 40 milliards de distance. Le Duke of York voit également le Belfast et ordonne aux croiseurs légers de tirer une étoile éclairante pour illuminer la zone. Belfast fait cela 7 minutes plus tard et tout à coup, le Scharnhorst se retrouve une fois de plus illuminé par d'énormes boules de feu flamboyantes dans le ciel, alors que Belfast tire rapidement plusieurs salves d'étoiles éclairantes dans la zone. Le radar propre du Duke of York avait détecté le Scharnhorst entrant à 45 500 yards grâce à la plus grande signature radar du Scharnhorst, et les canons étaient en train de se positionner pour une solution de tir. Les destroyers d'escorte du Duke of York se déplaçaient également pour prendre position pour une attaque de torpille, et la Jamaïque suivait le Duke of York à distance. Conformément à son plan, Fraser a laissé le Scharnhorst se rapprocher de plus en plus plutôt que d'ouvrir le feu. Le Scharnhorst croit qu'il est seulement sous le feu de harcèlement du Belfast, car son radar avant, souvenez-vous, est cassé et il ne peut pas voir ce qui l'attend. À ce stade, cependant, le Duke of York ouvre le feu avec sa propre étoile éclairante, l'étoile éclairante de 14 pouces étant nettement plus grande et plus brillante que celle de 6 pouces de Belfast. Elle illumine un Scharnhorst qui apparemment ne s'attendait à rien de tel, avec ses batteries principales orientées vers l'avant et l'arrière en position de voyage. Cependant, la prochaine salve du Duke of York est loin d'être une étoile éclairante inoffensive. Grâce à son radar et aux indications fournies par ses systèmes de contrôle de tir, la première salve perforante déclenchée par le Duke of York atteint directement le Scharnhorst. Ces coups blessent gravement le Scharnhorst, désactivant les deux tourelles avant. Le navire se tourne vers le nord alors que la Jamaïque ouvre également le feu. Des coups venant soit du Duke of York, soit de la Jamaïque détruisent le hangar à avions, alors que le navire fait le virage, seulement pour rencontrer Belfast et Norfolk, venant dans l'autre sens, et donc le Scharnhorst pousse ses moteurs à pleine vitesse et essaie de se diriger vers l'est. Le Duke of York fait de même, changeant légèrement de cap au cas où le Scharnhorst aurait tiré ses torpilles pendant son virage. À ce moment-là, le Scharnhorst est totalement engagé dans sa course vers l'est avec le Duke of York et la Jamaïque qui déversent des salves alors que le Scharnhorst met toute la pression de vapeur possible dans une tentative de s'échapper. Belfast et Norfolk lancent quelques obus depuis le nord au cas où cela pourrait aider. Pendant ce temps, les destroyers d'escorte du Duke of York, Savage, Samaras, Scorpion et Stord s'approchent lentement du Scharnhorst, leur vitesse relative de fermeture étant très faible en raison en partie du temps et en partie du fait que le Scharnhorst est presque aussi rapide qu'eux. Le Scharnhorst commence également à riposter, déclenchant une bordée qui surprend les Britanniques, car ils croient que les tourelles avant sont hors service. Il semble que la tourelle Bruno, la principale tourelle avant superposée, a été remise en action au moins de manière intermittente, car elle tire occasionnellement, mais pas au rythme de la tourelle César, la tourelle montée à l'arrière. Le navire oscille d'avant en arrière sur sa trajectoire, se tournant pour déclencher une bordée à deux tourelles quand il le peut, puis se tournant pour placer sa poupe directement face au duc de York, afin de présenter la plus petite cible possible. Elle ne marque aucun coup direct, mais il y a un certain nombre de quasi-misses, et quelques obus de 11 pouces coupent les lignes radio et le câble reliant les systèmes de radar et de contrôle du feu. Les systèmes radars sont de tous côtés sans vraiment avoir beaucoup de chance dans cet engagement, avec 3 ensembles sur 3 navires distincts maintenant mis hors service par des coups par ailleurs relativement non dommageables. Cependant, sur le Duke of York, un lieutenant courageux, ou peut-être suicidaire, grimpe sur le mât dans la nuit glaciale et toute la neige est épaisse.
les fils à la main, remettant le radar du Duke of York en ligne. À ce stade, les choses commencent à s'améliorer un peu pour le Scharnhorst. Sa vitesse signifie que la portée s'élargit et la Jamaïque a déjà cessé le feu, car le Scharnhorst s'est éloigné au-delà de la portée effective de ses canons. De plus, ses propres salves, bien que initialement quelque peu sporadiques et imprécises, deviennent plus rapides et plus précises au fil du temps. Et enfin, elle parvenait toujours à garder une longueur d'avance sur les destroyers entrants. Il n'y avait donc pas de torpilles dans l'eau à craindre non plus. Mais c'est aussi à ce moment-là que tout change. Un obus de 14 pouces du duc de York arrive en hurlant à longue portée, frappe à travers l'armure du navire et met hors service une salle des chaudières. Cela réduit temporairement la vitesse du navire à 10 nœuds, bien que des réparations frénétiques permettront rapidement au navire de remonter à 22 nœuds. Mais à ce stade, grâce au ralentissement temporaire et au fait qu'ils sont limités à 22 nœuds, il est assez clair que le Scharnhorst ne va plus échapper à ses attaquants et les destroyers ont commencé à se rapprocher rapidement. Reconnaissant l'inévitable, l'amiral Bay envoie son dernier signal radio vers l'Allemagne. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que la dernière obus soit tirée. Les destroyers Savage et Samaritz se rapprochent pour une attaque à la torpille lorsqu'ils subissent un barrage relativement lourd de la batterie secondaire du Scharnhorst. Bien qu'ils soient forcés de prendre des mesures d'évitement, aucun d'eux n'est touché et le barrage est loin d'être aussi intense qu'ils le pensaient. D'après les témoignages de l'équipage du Scharnhorst plus tard, il semble qu'un certain nombre des équipages de la batterie secondaire légère aient été invités à se mettre à l'abri pendant l'engagement principal avec le Duke of York, et cet ordre n'a jamais été révoqué, ce qui a conduit à la confusion alors que certains des équipages tentent de retourner à l'action, mais évidemment leurs canons ne tirent pas pour cette première partie de l'engagement. Malheureusement, en se tournant pour engager Savage et Samurutz, le navire s'est exposé à l'attaque de Scorpion et Stord. Le Scharnhorst prend des mesures d'évasion, se tournant parallèlement aux traces de la torpille, mais il est quand même touché par une des 8 torpilles tirées. Sa malchance ne s'arrête pas là, cependant, car se tourner dans cette position l'a mise directement dans la ligne de mire de Savage et Samurat sortant de sous le feu de sa batterie secondaire qui ont lancé leurs propres salves. C'est beaucoup plus dévastateur, 3 coups atterrissent sur le côté bâbord du Scharnhorst, en échange des Samurats finalement touchés par plusieurs canons de la batterie secondaire du Scharnhorst. Tous les destroyers s'engagent également dans une furieuse canonnade avec le Scharnhorst, essayant de supprimer les mêmes armes secondaires. L'une de ces torpilles frappe à côté d'une salle des chaudières, la submergeant et endommageant l'un des arbres d'hélice, ce qui fait immédiatement chuter la vitesse maximale du Scharnhorst à 10 nœuds. Une fois de plus, les équipes de réparation des dommages allemands entrent en mode de réparation frénétique et une fois de plus, la vitesse du navire remonte entre 20 et 22 nœuds. Cependant, il semblerait que les dégâts infligés étaient de trop importants pour les équipages, car à partir de ce moment, la vitesse du Scharnhorst commence progressivement à diminuer à nouveau tout au long du reste de l'engagement. Pendant l'attaque du destroyer, le Duke of York et la Jamaïque ont tourné l'étrave et ont réduit la distance aussi rapidement que possible. Maintenant, alors qu'il s'éteint, les deux navires rouvrent le feu à une distance de juste un peu plus de 10 milliards. Au nord, Norfolk et Belfast apparaissent, avec Sheffield bien en retrait derrière eux. Le radar de Norfolk est toujours hors service, donc après 2 salves, elle retient son feu en raison de la difficulté à évaluer correctement la distance. Pendant ce temps, Belfast martèle joyeusement avec sa batterie de 6 pouces. Avec les 3 navires qui tirent toujours guidés par radar et avec la distance qui s'est réduite à presque à bout portant, le Scharnhorst est transformé en une maison de carnage de feu et d'explosion en 5 minutes. Malgré cela, ce qui reste de son armement principal et de sa batterie secondaire rapidement diminuée continue d'engager le Duke of York et la Jamaïque du mieux qu'ils peuvent. La Jamaïque et Belfast, ainsi que les 4 destroyers du convoi RA-55A, se rapprochent et tirent une vingtaine de torpilles supplémentaires dans sa direction générale.
À ce stade, les explosions sporadiques de munitions et les incendies qui se propagent à bord du navire détruisent essentiellement toute capacité de combat restante qu'elle a encore. Les croiseurs revendiquent au moins 3 coups entre eux et les destroyers jusqu'à 7, bien que l'évaluation post-bataille considère qu'un total de 5 coups est probablement le plus précis. Les rapports autour de ce moment sont quelque peu confus par le fait que le Scharnhorst avait pris une forte liste à tribord et que la plupart de l'équipage était en plein préparatif pour abandonner le navire, bien qu'un des survivants ait confirmé aux Britanniques que 3 coups successifs ont été marqués sur le côté tribord, indiquant des coups du même salve de torpilles d'un seul navire. Ayant tiré les torpilles d'un côté, Belfast a viré de bord pour tirer les torpilles de l'autre côté, seulement pour constater que tout ce qu'elle peut voir du Scharnhorst est une conglomération de fumée, de brouillard, de neige et de vapeur éclairée en rouge et orange par la lueur d'un navire en feu quelque part à l'intérieur. Belfast retient donc le feu. Selon les récits de son équipage, à ce moment-là, le Scharnhorst coule avec ses hélices qui tournent toujours. Quelques instants après, il y a une sorte d'explosion significative alors que le navire se dirige vers le fond, qui est à la fois ressenti et entendu à bord de tous les navires britanniques, bien que le naufrage lui-même ne soit pas vu par ces navires britanniques à cause de la fumée et de la lueur des incendies. Malheureusement, dans ces derniers soubresauts, le Scharnhorst emporte avec lui la plupart des 1968 hommes à bord. Quelques centaines ont réussi à quitter le navire, mais ils sont dans l'eau glaciale de l'Arctique et avec une mauvaise visibilité lorsque les navires britanniques se rapprochent avec des filets et des cordes pour secourir les survivants. Seuls 36 ont survécu. Aucun des survivants n'est officier, le prisonnier le plus gradé étant l'équivalent d'un officier marinier par intérim. Cette action a permis de faire plusieurs observations notables. Premièrement, le destroyer norvégien Stord a montré une antipathie remarquable et quelque peu compréhensible envers le Scharnhorst, naviguant à moins de 1500 yards, tirant sur le navire avec ses canons de 420 mm tout le long de l'entrée et de la sortie, tirant ses torpilles à bout portant. Deuxièmement, la bataille a clairement démontré la nécessité du radar dans tout engagement de navire. En théorie, le Scharnhorst aurait dû être capable de faire face à tous ses adversaires jusqu'à ce qu'il rencontre le Duke of York, y compris tout le groupe de croiseurs. Seul le Duke of York lui-même représentait une menace existentielle pour le navire allemand, mais la perte de son radar avant dès le début de l'engagement a renversé la situation, l'obligeant à se retirer des croiseurs lorsqu'ils sont restés à longue portée en utilisant leur propre radar, puis entravant sa capacité à contrebattre les destroyers. Cela l'a également laissé complètement aveugle à l'approche du Duke of York, et en même temps, les informations transmises par radar ont permis au Duke of York de demi-paralyser le Scharnhorst dans son salve d'ouverture, un loin cri des précédents engagements où de nombreuses salves précoces étaient nécessaires pour régler la portée. Ce serait le deuxième dernier combat de cuirassés de l'histoire et la bataille du détroit de Surigao, le dernier combat de cuirassés, montrerait également l'immense valeur du radar d'artillerie. Et enfin, bien sûr, en tant qu'observation notable, il y avait la position du Scharnhorst lui-même, coincé, piégé et en infériorité numérique. Elle avait néanmoins fait comme Bay l'avait dit et s'était battue jusqu'à la dernière coquille. Plus tard dans la soirée, l'amiral Fraser a informé ses officiers avec la phrase qui termine également le guide de 5 minutes du Scharnhorst. Messieurs, la bataille contre le Scharnhorst s'est terminée par une victoire pour nous. J'espère que si l'un d'entre vous est un jour appelé à diriger un navire dans une action contre un adversaire de nombreuses fois supérieur, vous commanderez votre navire aussi vaillamment que le Scharnhorst a été commandé aujourd'hui.